Et bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Donc bienvenue sur ce webinaire Noise, donc nouvelle session du coup de nos webinaires consacrés à l'IA. Donc je suis Guillaume Degré, je suis directeur associé au sein de l'agence Noise et en charge de la BU Ads. Ça fait une petite vingtaine d'années que je fais du web marketing et je vais avoir l'honneur et le privilège du coup d'animer ce webinaire du coup, accompagné de deux de nos experts que je vais laisser se présenter. Nous avons Evan. Tout à fait. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Evan Auchard. Je suis Head of Ads chez Noise depuis quelques années. Et voilà, j'interviens sur la partie stratégique et opérationnelle de tout ce qui va être paid media côté Noise. Et Pierre. Bonjour. Donc moi effectivement c'est Pierre, consultant ads au sein de chez Noise et du coup j'ai en charge directement un portefeuille de clients que j'accompagne directement dans des actions de web marketing, essentiellement SEA, SEM. Parfait, merci à vous deux. Alors, donc ce webinaire, il prend la suite des webinaires qui étaient orientés un petit peu plus sur l'angle SEO, GEO, qui était porté par David et par Roland. Donc, merci en tout cas à vous deux de nous passer le flambeau sur cette thématique ads. Aujourd'hui, on vous propose un plan de présentation qui va s'articuler sur 3 axes. Le premier, ça va être sur tout ce qui va tourner autour de l'intégration de l'IA dans les plateformes ads. Comment est-ce que les différentes régies ont transformé, ont intégré l'IA du coup dans leur solution, dans leur proposition de valeur. Le deuxième point va être autour de la publicité au sein des LLM ou des résultats de réponse de recherche que l'on va pouvoir avoir au niveau de l'IA. Comment est-ce que voilà, la publicité s'intègre dans ce nouvel écosystème. Et enfin, le dernier point, il va être un petit peu plus orienté par rapport à nos métiers, à la manière dont on va intégrer aujourd'hui l'IA en tant que web marketeur et en tant du coup, que spécialiste des campagnes de publicité ou payantes. Donc voilà le plan que nous avons aujourd'hui. Et donc, on va commencer avec du coup Even sur sur ce premier point. On a donc l'IA qui est bien intégrée dans les différentes régies ads. Est-ce que tu peux nous dire rapidement comment est-ce que tu estimes l'impact de l'IA dans les régies et tu peux nous donner quelques exemples du coup d'éléments qui sont déjà dans un premier temps plutôt positifs. Oui, tout à fait. Alors, en fait, je vais commencer par te dire que l'IA, elle est présente depuis plusieurs années maintenant dans les régies publicitaires, à travers en fait les algorithmes qui vont nous permettre de cibler automatiquement dans nos campagnes des audiences selon leur comportement, selon leur classification, etc. Cette IA, en fait, elle prend la forme d'une sorte d'agent qui va traiter des millions de données, qui va tester des approches, qui va apprendre de ses erreurs, etc. Un petit peu comme un prompt en fait sur ChatGPT. Et tout ça va nous servir en fait va lui servir à répondre à des objectifs et à répondre aux indications qu'on va lui fournir sur voilà, une typologie d'audience ou quoi que ce soit. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle chez nous les IA prédictives. Mais aujourd'hui, en fait, et depuis quelques mois, voire quelques années, on passe un petit peu à la vitesse supérieure avec ce qu'on va appeler l'IA générative, qui va en fait nous permettre de générer des textes, des images, des vidéos aussi publicitaires, et ce qui va constituer en fait maintenant notre principal outil pour un web marketeur. Donc l'impact positif de ces IA, c'est avant tout le temps gagné. Du coup, on gagne du temps sur l'optimisation, sur la création d'assets, etc. On va avoir aussi des campagnes qui sont plus efficaces parce qu'elles vont du coup avoir une approche un peu plus souple, s'adapter en fait à la demande de l'utilisateur en temps réel, générer des contenus, AB tester, voilà, de manière beaucoup plus agile. Et surtout si on allie en fait la partie prédictive à la partie générative. La limite que je pourrais mettre en avant, c'est plutôt une dimension de contrôle sur laquelle on va avoir moins la main parce qu'on va multiplier les créas des fois sur des centaines, voire des milliers d'assets.
Donc on va on va multiplier un petit peu les potentiels risques d'erreur qu'il peut y avoir au niveau des images et des wordings. Et on peut avoir aussi un risque de perte d'identité pour nos annonceurs, dans le sens où on va avoir des contenus un peu plus génériques. Et si on n'a pas la main de l'humain derrière, on peut s'exposer voilà, à des contenus un petit peu communs. Enfin, donc on a vraiment des points positifs qui vont être, orientés sur peut-être sur l'efficacité, sur la finesse avec laquelle on va pouvoir aller adresser et traiter certaines audiences. Cette approche-là, elle est valable sur l'ensemble des régies? Est-ce que, du coup, il y en a des choses qui se démarquent un petit peu plus par rapport à certaines régies que d'autres? Alors oui, tout à fait. Du coup, on a surtout les principales régies publicitaires qui vont bien intégrer l'IA dans leurs outils. Donc, on va avoir notamment Google, Microsoft, Meta, etc. Notamment sur Microsoft, on a donc Microsoft qui est un des leaders de la publicité aujourd'hui sur le marché mondial. Elle a sa propre LLM du coup intégrée à sa suite qui est Copilot. Et Copilot propose déjà une régie publicitaire à part entière en proposant en fait des encarts shopping payants dans les résultats de ces différents prompts. Donc voilà, on a une solution publicitaire qui est directement intégrée à l'IA générative de Microsoft. Les autres LLM, du coup, très connus comme OpenAI ou Gemini, sont déjà aussi très avancés. Donc OpenAI va ouvrir prochainement sa régie publicitaire. Donc on va pouvoir du coup retrouver des contenus sponsorisés et permettre aux annonceurs du coup de diffuser des publicités dans ChatGPT. On a du coup Google aussi avec donc son outil Gemini, donc son IA Gemini, qui elle va avoir une démarche un petit peu différente, mais toujours orientée publicité. En fait, elle va intégrer son outil directement dans ses résultats de recherche Google pour avoir en fait quelque chose d'assez hybride entre les recherches conversationnelles, donc les recherches qu'on peut faire via des prompts, et les recherches classiques sur les moteurs de recherche. Donc l'enjeu de Google là-dessus, ça va être lui de conserver en fait son trafic sur le site Google, qui est un des sites les plus consultés au monde. Donc voilà, à travers différentes solutions qu'elle va pouvoir développer via ce qu'on appelle l'AI Overview, donc qui est déjà présent sur la plupart des pays dans le monde. Elle est aussi en cours de partenariat avec Meta pour pouvoir intégrer Gemini dans les solutions et Meta et Google, et du coup aller encore plus loin dans l'intégration des LLM dans la navigation de chacun. Donc en fait, si je comprends bien, ça veut dire qu'on a bien du coup d'une part, les LLM, c'est-à-dire, du coup du ChatGPT, du Claude, du Perplexity et cetera, avec lesquels on va dialoguer et qui sont en train en tout cas de faire un peu basculer leur modèle qui était, essentiellement, sur de l'abonnement vers un aspect publicitaire. Je crois qu'on a il me semble qu'il y a des recrutements qui étaient en cours, justement pour un peu travailler ça. Et également du coup l'aspect plutôt au sein des moteurs de recherche avec, du coup des IA, Gemini par exemple ou Copilot qui sont directement intégrés dans les éléments de réponse. Est-ce que du coup cette intégration, notamment des solutions d'IA au sein des moteurs de recherche, est-ce qu'elles ont un impact par rapport au type de campagne que l'on peut lancer et comment est-ce qu'on peut être présent aujourd'hui en fait finalement dans ces solutions-là? Oui, tout à fait. Alors, du coup, pour reprendre vraiment l'exemple de Google, donc on a parlé de recherche conversationnelle. Donc, Google, en fait, voit évoluer beaucoup ses requêtes, les requêtes des internautes, à travers des requêtes conversationnelles, donc des requêtes beaucoup plus longues, beaucoup plus complexes que ce qu'on a l'habitude de voir ces dernières années. Pour en fait appréhender, anticiper ces requêtes-là, elle crée des campagnes, enfin elle a créé des campagnes donc, qui sont accessibles depuis quelques semaines pour tous les annonceurs, depuis quelques mois pour les agences partenaires comme la nôtre. Ces campagnes se nomment IMAX. Donc IMAX en fait va se baser non pas sur des mots-clés comme on a l'habitude de voir sur des campagnes sur les moteurs de recherche, mais elle va se baser en fait sur le contenu des sites internet. Donc vos sites web, la manière dont ils sont construits, les contenus qui sont diffusés. IMAX en fait va prendre directement ces éléments-là et va les adapter aux requêtes conversationnelles qu'elle peut retrouver. Je donne un exemple tout simple. Par exemple, une personne va chercher aujourd'hui à travers des LLM ou sur Google des requêtes de type trouve-moi une agence de voyage qui peut me faire partir à Bali dans 3 semaines pour un budget inférieur à 1500 euros. Donc là, on est loin de, par exemple, une requête classique mot-clé type agence de voyage à Bali,
Et du coup, Google va chercher à adapter en fait ses publicités à ce type de requête, donc à travers les campagnes IMAX. Donc ça nous permet en fait de sortir de cette restriction mots-clés et en fait de pouvoir adapter votre contenu de site web directement à ces requêtes conversationnelles. Donc ça nécessite bien sûr, hein, du coup, pour vraiment que ça fonctionne bien, d'avoir un contenu de site qui soit très riche, très complet, qui soit adapté du coup aussi à ces typologies de requêtes, qui soit accessible du coup à un public assez large. Voilà, ça demande aussi d'avoir par exemple un catalogue produit qui soit très développé. Donc c'est aujourd'hui, ces campagnes-là, on les applique, on les teste, on a des premiers retours dessus. Sur les premiers éléments qu'on peut avoir, ça marche principalement du coup sur des sites B2C très grand public, donc avec beaucoup de données, avec beaucoup de contenu, avec des catalogues très propres. Là, on a des campagnes qui sont très efficaces et qui justement drive cette partie recherche conversationnelle. C'est un peu moins le cas du coup sur des secteurs d'activité un peu plus B2B, très spécifiques, très niches, où là, on va devoir s'appuyer sur des mots-clés très stratégiques pour pouvoir générer du trafic et de la conversion, et où aujourd'hui, les campagnes IMAX vont être plus sur de la requête très large et très grand public, donc vont potentiellement parasiter ces secteurs-là. L'intérêt, il est évidemment de se connecter à ces requêtes. La limite là que je trouverais également pour mettre un petit point de nuance, ce serait qu'aujourd'hui, l'intérêt en ads pur, donc l'ads est vraiment orienté sur le transactionnel, hein, il est assez limité puisque aujourd'hui on estime à peu près à 2% les requêtes réellement transactionnelles qui sont donc les requêtes qui génèrent une vente via les LLM, que ce soit sur ChatGPT, sur iOverview, etc. Donc voilà, on est sur un périmètre transactionnel qui est très restreint. Et aujourd'hui, iOverview, donc l'outil Gemini directement intégré dans la recherche Google, ça représente à peu près 13% du volume du coup, qui est généré au niveau des requêtes. Donc ça reste encore assez limité. Sachant que, petit point, le iOverview n'est pas encore déployé en France, c'est en cours, mais du coup, voilà, on n'a pas encore de recul derrière sur la France. La grande question, quand est-ce que iOverview sera déployé finalement en France? Je crois qu'on a des petits gossips qui ressortent de temps en temps, hein. Peut-être que ce serait d'ici la fin d'année, mais on verra tout ça. Du coup, ça reste quand même un volume qui reste assez encore en devenir forcément. Aujourd'hui, en fait, on a un certain nombre de chiffres justement qui nous viennent par rapport notamment à des études sur des clients qu'on peut avoir à l'international, qui nous permettent justement de pouvoir avoir un petit peu plus d'analyse et de prise de recul sur ces sujets. Bon, on espère en tout cas que tu vas trouver tes vacances à Bali, Evan, que tu pourras nous faire des belles photos et tu en profiteras bien. Dernier point que je voulais voir avec toi. Donc, on a vu cette partie du coup un petit peu du contexte, des outils, des choses qu'on pouvait aller activer et exploiter. Au sein même des régies, on a quand même aussi une utilisation croissante du coup de l'IA, notamment sur la partie créative. Qu'est-ce qui change en fait par rapport à cette approche-là qu'on n'avait pas avant? Qu'est-ce que ça nous ouvre encore comme opportunité? Bien sûr. Alors, du coup, je vais d'abord identifier en trois types de contenus génératifs, parce qu'on a vraiment trois blocs, trois briques qui avancent indépendamment et qui avancent plus ou moins vite. Donc, pour moi, les trois niveaux de contenu finalement générés par l'IA, c'est le texte, les images et la vidéo. Sur les textes, du coup, on est sur une génération de contenu qui est quasiment 100% aboutie, donc intégré à la plupart des régies publicitaires, j'en parlais tout à l'heure, mais du coup, on va avoir Google, Microsoft, Meta, mais on va aussi Pinterest, TikTok, etc. Donc, tout ce qui va être génération, amélioration de texte, tout ça, c'est extrêmement intégré et voilà, même via un outil de LLM type ChatGPT, on peut déjà générer des contenus texte très efficaces pour la publicité en tout cas et pour toutes sortes d'usages. Sur la partie image, c'est là où ça a avancé le plus vite récemment. Voilà, on a des choses qui deviennent très qualitatives au niveau des régies publicitaires. Donc sur de la génération d'images, sur de l'optimisation d'images aussi. Voilà, rajouter un fond, enlever un fond, enfin toutes sortes d'optimisations qu'on peut faire, ajouter des logos, etc. Donc tout ça, c'est de plus en plus abouti. Et on a aussi du coup des outils, donc, pas uniquement dédiés à la publicité, mais qui sont aujourd'hui accessibles à tous et qui qui ont connu des avancées majeures et qui sont très efficaces. Donc, je vais prendre l'exemple notamment de Nano Banana, donc le Google Studio de Google, qui lui génère des images qui sont très efficaces, qui sont exploitables directement dans les publicités. Vous allez sûrement voir beaucoup plus de contenu
IA générée dans les publicités et même en organique. Et là où est en fait la perspective de demain, c'est sur la partie vidéo, sur laquelle aujourd'hui on est encore un petit peu au balbutiement sur la partie création et optimisation, donc, et dans l'intégration de nos outils publicitaires, mais aussi sur le grand public. Mais on a des avancées qui sont quand même majeures là, très récemment. On a notamment Sora 2 de OpenAI qui est sorti récemment, qui donne des résultats très efficaces. Et on a du coup Google Studio, toujours lui, qui se prépare énormément d'avancer sur la partie génération de vidéos publicitaires. Aujourd'hui, encore limité à tous les utilisateurs de Google Cloud Pro, mais qui sera du coup prochainement accessible au public et dans les régies publicitaires à plus grande échelle. Donc voilà, c'est surtout sur cette partie vidéo où les avancées sont en cours aujourd'hui. Voilà. Sachant que tous ces outils-là, même si les avancées sont vraiment majeures et qu'elles nous permettent vraiment d'avancer et d'être le plus efficace possible dans la partie publicitaire, elles demanderont toujours à être contrôlées par l'humain voilà, pour pouvoir être garant de l'identité des marques, être garant de la qualité des contenus qui sont produits, et aussi sur une dimension éthique où voilà, on va chercher à garder un petit peu de la morale sur les contenus qui sont générés. Top. Effectivement, du coup, plein de nouvelles opportunités, la capacité du coup de pouvoir, s'appuyer sur les IA pour, du coup mieux cibler, analyser des données et cetera, de pouvoir aller justement sur les aspects créatifs que tu évoquais, mais toujours ce rôle vraiment du coup du consultant centré sur la stratégie, la maîtrise du coup de ces éléments et la bonne activation pour pouvoir faire en sorte effectivement que, tous ces outils soient utilisés à bon escient et qu'ils nous servent bien. Très bien, super. Merci Evan, top. Très bonne, Je t'en prie. très bonne introduction et en tout cas, overview un petit peu de la situation à date. Je vais maintenant me tourner vers Pierre, pour pouvoir voir de quelle manière est-ce que au sein de Noise, on utilise justement les différents, opportunités offertes par l'IA, donc vraiment au travers de nos métiers de consultants, ads, hein, SIM, mais aussi social ad et programmatique, etc. Tous les métiers qu'on adresse du coup chez Noise. Alors en fait, on a travaillé cette intervention avec une approche un petit peu en segmentant les différentes étapes du projet et en se demandant finalement, très bien, l'IA, super, ça nous permet de faire plein de choses, mais qu'est-ce qu'on priorise, comment on fait en sorte qu'on puisse gagner en efficacité, en précision, en productivité. Et donc du coup, on va commencer par le premier jalon. Quand on a un compte que l'on doit soit lancer, soit reprendre en main, c'est de cette phase un petit peu plus d'audit et de stratégie. Alors, rebonjour Pierre, est-ce que tu peux nous dire rapidement comment est-ce que toi tu utilises l'IA sur cette première phase d'audit et de stratégie? Oui, tout à fait, effectivement, c'est un peu la première brique qui s'est imposée un peu chez Noise. Tu l'as parfaitement résumé. On a vraiment eu cette idée des trois échelons. Sur la partie effectivement audit et stratégie, on en est pour l'instant, on utilise effectivement pas mal de choses. Le premier, le plus emblématique, ça va être ChatGPT, donc pas simplement ChatGPT, même si en soi il fait très bien le travail. C'est ChatGPT un peu orienté selon nos besoins propres. Par exemple, on a assez vite mis en place des agents GPT. Donc, vous comprenez ici des chats GPT dans lesquels on a ajouté une surcouche de données interne à Noise avec nos spécificités. Donc, on a 3 agents qui existent à l'heure actuelle. Le premier qui est chargé de rédiger un peu des annonces, en tenant compte de toutes les règles, de toutes les spécificités de chaque plateforme, voilà, vraiment, et la manière dont on le fait. Un agent dédié au benchmark. En gros, quand on nous demande déjà dès le départ quel secteur on souhaite auditer, quel sujet on souhaite aborder, ce genre de choses. Et par rapport à tout ce qu'on lui a fourni en arrière-plan, il est capable de structurer un peu sa donnée, ses réponses vers quelque chose qui nous sert nos intérêts. Et enfin, le deuxième, pardon, effectivement, le troisième ensuite, il a comme idée de partir sur le côté plus stratégie. L'idée, c'est peut-être avec beaucoup de naïveté, on peut demander un peu sur un secteur qu'on connaît moins, qu'on connaît peu, ou qu'on souhaite un peu auditer avec une forme de naïveté, ayant peur de louper quelque chose, on peut lui demander justement d'orienter une stratégie vers tel ou tel sujet. Typiquement, sur la partie, admettons, déchauffage, c'est thématique en plus du moment, on peut lui demander de qu'est-ce qu'il pense de telle ou telle stratégie, de tel ou tel mot-clé, de tel ou tel ciblage, et il peut nous faire une réponse. Ça peut conforter déjà une solution déjà préexistante ou au contraire apporter un surplus d'idées, d'angles d'attaque qu'on n'aurait pas forcément imaginé et qui serait forcément à creuser. Il ne donne pas la réponse toute faite, évidemment.
Super. Ensuite, Et du Juste sur cette partie-là, en fait, chez Noise, on a du coup ouais, une partie de l'activité qui est liée au SEO. On a des clients du coup multileviers. mhm, Le fait de pouvoir, aussi, s'appuyer sur potentiellement un audit SEO et pouvoir enfin l'intégrer dans ses agents, mhm. ça nous permet aussi du coup de pouvoir, comprendre un petit peu plus, et avoir des idées justement un petit peu plus d'orientation complémentaire aussi que l'on peut avoir, par rapport au positionnement du client, à sa stratégie et cetera. C'est des choses que tu as pu voir et que tu as pu, un petit peu expérimenter justement sur ces fameux agents? Tout à fait, tout à fait. Effectivement, on peut ajouter un complément d'information propre à la conversation, au sujet que l'on aborde. Ça ne fait que renforcer le prompt au fur et à mesure. L'idée étant, au plus on peut lui donner de contexte, au plus il arrive à bâtir quelque chose qui soit logique qui soit complémentaire de la stratégie actuelle. Si effectivement on arrive à lui apporter la surcouche d'informations dédiées au SEO, on peut justement éviter de faire une stratégie qui aurait tendance à mordre un peu cette partie qui serait déjà bien en place. Donc tout ce qu'on peut lui apporter est intéressant. Super, trop bien. Et une fois que du coup qu'on a fait cette première phase un petit peu de stratégie, du coup, on va se dédier vers la création du coup des campagnes, la structuration du compte et cetera. Et là, du coup, quels sont les outils? Comment est-ce que tu les travailles? Alors, je n'avais pas tout à fait terminé sur la partie audit. Il y avait aussi un tout petit sujet que je voulais ajouter aussi, c'était parfois s'intéresser aux prompts que l'on peut lui apporter dès le départ. Donc, on passe dans une conversation classique. Et j'ai trois prompts que j'explique très très rapidement. C'est celui que je vais appeler de prompt de non-acquiescement. En gros, on connaît tous la tendance de ChatGPT à survaloriser nos réponses, à être complètement de notre avis et à dire qu'on est parfait, que c'est merveilleux ce que l'on fait. Là, ce prompt-là l'oblige un peu à mesurer ses propos et à avoir tendance à un peu plus sourcer, un peu plus chercher la petite bête. On va dire ça comme ça. Il y aura le prompt d'expertise. En gros, c'est un prompt qui est préfet, qu'on a juste à insérer un peu dans une case un peu en blanc, un sujet un peu apporté, et il va automatiquement switcher vers ce côté très centré, il va forcément creuser sur le sujet apporté. Et enfin, le plus récent que j'utilise ces derniers temps, c'est ce que je vais appeler le prompt de non-validation directement. Alors là, il s'agit simplement de faire en sorte que GPT ne soit jamais d'accord avec nous. Donc il va le faire de manière fondée, avec des arguments très pointus. Il va vraiment chercher un angle incisif pour contrer nos arguments. On ne pourra pas le convaincre, et c'est sciemment, évidemment. L'idée, c'est de nous pousser un peu dans nos retranchements et de chercher à creuser vraiment tel ou tel sujet qu'on n'aurait pas forcément eu l'idée de creuser aussi loin en tout cas. Voilà. Bon, on met un petit peu notre ego de côté du coup dans ce cas-là, et puis Complètement. Ah, du coup complètement. on cherche à se faire challenger du coup par l'IA. Donc c'est top, ça nous permet en fait de pouvoir avoir à la fois le côté informationnel un peu plus complémentaire par rapport à des choses qu'on n'aurait pas forcément vues, que les clients n'auraient pas forcément remonté, ou qui se passent dans le marché, dans son marché qui n'aurait pas forcément non plus connaissance, en allant du coup solliciter du coup les LM par rapport à ça, et puis aussi de pouvoir un petit peu finalement avoir un regard critique sur la stratégie, sur l'approche qui est mise en place, voilà, pour pouvoir un petit peu challenger tout ça. Donc voilà, Tout à fait. un petit peu notre collègue qui vient du coup au-dessus de notre épaule pour regarder du coup nous donner Ça, les bons retours. ça évite de Ok, demander à un collègue en tout cas. c'est complémentaire effectivement. Ok, super. Et donc du coup une fois qu'on a fait toute cette compréhension un petit peu de ce challenge, je pense la partie un petit peu plus mise en œuvre du coup structuration. Euh, Même chose. Comment est-ce que l'IA t'aide sur tout ça? Alors, ici, au-delà de ce que peut faire déjà l'IA, de base, effectivement, l'idée, c'est que là, je vais plutôt mettre l'angle sur la création d'outils spécifiques, pas simplement d'utiliser le LLM tel qu'il est. C'est vraiment de le pousser à nous apporter un outil spécifique à un usage. Donc effectivement, ça fait appel, à la notion de vibe coding, donc, avec Bolt, Cursor, enfin, il y a beaucoup maintenant d'outils qui existent dans ce sens, qui utilisent tous un LLM un peu en arrière-plan qui sert justement à coder. L'idée, c'est que l'IA sert du coup de co-développeur pour prototyper, tester des scripts ou des outils, à l'idée vraiment d'avoir quelque chose qui, in fine, utilise l'IA ou non. Ça dépend un peu de l'usage qu'on donne à l'outil. Je vais présenter trois outils en ce sens qui ont été développés et qui nous sont utiles. Le premier, qui lui ne fait pas appel à l'IA, en gros, c'est simplement une base de données renseignée, c'est ce que je vais appeler l'outil de génération automatique d'UTM. Donc effectivement, les UTM existent, enfin, un pareil outil existe déjà sur plusieurs plateformes.
L'idée ici, c'est que je l'ai fait dans 2 usages. Le premier pour un client, donc pour un usage spécifique à ce client, donc avec vraiment un listing de choix automatiques spécifique à son activité, et un dédié à l'usage de Noise directement, donc quelque chose qui est un peu plus grand effectivement en termes de capacité de mise en place du TM, mais qui du coup nous fait gagner du temps et respecte du coup le naming, une structure et un tracking multicanal cohérent sur l'ensemble de nos réseaux. Au lieu de simplement s'éparpiller un petit peu sur différentes nomenclatures. UTM, du coup, l'ensemble des différentes variables que tu vas pouvoir mettre dans un lien pour pouvoir s'assurer du coup de la provenance des sources. Tout à fait. L'intérêt du coup de faire ça, c'est vraiment de faire en sorte que on s'éparpille pas, on ne mette pas n'importe quelle variable, n'importe quel élément du coup dans ces UTM qui rendrait compliqué finalement la compréhension, c'est ça? C'est ça, surtout maintenant, de plus en plus d'analytics ont déjà un peu des positionnements qui sont chartés. Typiquement, on retrouve encore du Google CPC pour le canal payant de Google sur GA4. On serait tenté de dire Google Ads, ce genre de choses. Ce n'était pas forcément pris en compte. C'est un terme qu'on va mettre ailleurs dans l'UTM lui-même. Donc, cette manière-là de faire permet de charter de manière uniforme les UTM qu'on utilise et de rendre la compréhension et la lecture in fine beaucoup plus lisible pour nos clients et nous-mêmes surtout. Super. Les autres Ensuite, outils, qu'est-ce que tu as d'autre? un outil de génération de flux de données, donc essentiellement tourné vers du Merchant Center, évidemment, c'est le plus utilisé, je pense. Lui utilise l'IA directement, donc il fait des appels API directement depuis ChatGPT. Et son intérêt ici, c'est d'automatiquement créer des titres et des descriptions sur les produits déjà qu'on aurait listés sur un Excel, hein, typiquement sur un tableur, afin de gagner du temps ou d'uniformiser un petit peu tout ça. Bref, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui a un rendu cohérent, qui respecte une nomenclature toujours, sur l'ensemble des produits qu'on aurait utilisés sur ce listing. Super. Mm. Sachant que du coup, la partie descriptive n'est pas forcément visible. Du coup, en fond, lorsqu'on fait une recherche, c'est une belle opportunité d'aller mettre finalement plein d'informations, justement à destination donc, de Google ou même du coup, potentiellement d'autres régies, pour pouvoir faire en sorte d'avoir une meilleure qualité de flux et donc d'autres opportunités d'être visible. Tout à fait. Et enfin, le dernier outil que je vais vous présenter, il y en a d'autres, hein, j'ai fait une sélection. Le plus récent, du coup, c'est un outil de création d'annonces automatisées. Donc, effectivement, ChatGPT peut le faire très bien, sauf qu'ici, l'idée, c'est toujours en utilisant l'API de ChatGPT ou d'un autre LLM, hein, c'est une possibilité. L'idée, c'est vraiment de faire ça, d'être plus rapide encore. Sur ChatGPT, il faut expliquer un peu le contexte. Il y a toujours cette partie, même avec un agent, on doit un peu expliquer ce que l'on souhaite, avec plusieurs allers-retours. Ici, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. On renseigne l'information initiale, on autorise une forme de créativité ou de restriction sur différents critères, et on appuie simplement sur le bouton et on voit un peu au fur et à mesure ce que peut nous apporter l'IA en question. Ça peut donner des pistes, des idées ou un résultat qui est directement terminé et qui peut être exploité directement sur la plateforme. Donc, Bien. Tu peux nous en faire une petite démo? oui. Alors, hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ah, c'est parfait. C'est tout bon? Du coup, l'idée, c'est un petit outil, effectivement, qui a été créé en web coding, effectivement, et qui utilise, du coup, l'IA derrière. Donc, effectivement, donc là, ici, c'est une API OpenAI qui est connectée, ChatGPT. L'idée ici, c'est qu'on renseigne directement le produit, le service que l'on souhaite proposer, donner un contexte. Plus on donne d'idées, ou plus on arrive à donner quelque chose d'intéressant. Un avantage, quelque chose qui ajoute une valeur, la valeur initiale du produit. Il peut y en avoir plusieurs. On définit notre audience, à qui on parle, la langue, forcément, on peut choisir plusieurs langues évidemment, les leviers proposés dans les éléments de réponse. Là, on a listé les 4 principaux, mais effectivement, on peut tout à fait étendre la chose. Et c'est à partir d'ici qu'on définit un petit peu ce que l'on souhaite comme ton de communication, la liberté créative qu'on souhaite apporter. Donc là, il y a déjà des tons qui sont déjà prédéfinis. On définit un peu la formalité, l'énergie, l'humour des réponses qui vont être apportées. Si on souhaite un adjectif spécifique, ça peut. Et là, vraiment, à quel point on autorise l'IA à faire ce qu'elle a envie de faire. Soit on est très strict, elle a pratiquement interdiction de déroger un peu à ce qu'on a mis en place, équilibré par défaut, on lui laisse une forme de créativité, ou très créatif, on l'autorise vraiment, ça peut être un bon moyen pour avoir des idées supplémentaires sur un sujet.
n'est pas inspiré, ça peut être lancé. On définit ensuite à qui s'adresse la finalité de l'annonce. Est-ce que c'est du lead, de la vente, du trafic, tout simplement de la vue de vidéo? Le nombre de variantes proposées lors de la réponse. Et enfin, si on a des CTA préférés, des mots que l'on ne souhaite absolument pas retrouver ici et des mentions spéciales. Et ensuite, donc là, je vous ai rapidement fait un élément très très basique par rapport à Meta. Donc là, c'était du thé à la framboise, donc le contexte est que ce produit est lancé sur le site. L'avantage du thé, c'est qu'il est complètement bio. On a défini qu'effectivement, je fais des annonces qui sont spécifiques pour les femmes. Parce que voilà, ce thé apparemment j'ai une clientèle essentiellement féminine sur mon site. Et là, il nous apporte directement les différentes variantes. À voir si elles sont satisfaisantes ou non. Si elles le sont, on peut directement évidemment copier-coller la réponse, directement apporter le CSV ou un Excel automatiquement. Si toutefois nous ne sommes pas satisfaits, on a juste à changer l'élément qui nous embête le plus. On se rend compte qu'il n'insiste peut-être pas sur tel ou tel avantage, ou j'ai carrément oublié un avantage, ou finalement non, je ne pars plus dans son du site, c'est juste simplement sur le site et j'ai une promotion. On a juste à changer le critère important et on relance directement la génération d'annonces et ça nous recrée au fur et à mesure les résultats. Super, concret, efficace. Merci Pierre pour cette démo. Effectivement, c'est des choses qui permettent d'ouvrir les possibilités et puis de gagner du temps. Si on passe peut-être sur la dernière étape du coup de cette partie du webinaire, un petit peu plus orientée sur la notion plutôt d'analyse ou de reporting. Alors, il y a des solutions au sein du coup notamment de Google, hein, quand on met c'est uniquement accessible en version anglaise, mais on a possibilité d'intégrer du coup de Gemini dans la création de rapports. Mais au-delà de ça, est-ce que du coup, par rapport aux usages de l'IA que l'on a, est-ce que tu t'en sers du coup sur cette phase justement d'échange avec le client, de remontée d'informations, d'analyse de données, etc. Oui, essentiellement, tu viens de le dire, que pour l'analyse de données. L'avantage de l'IA, c'est qu'on peut lui donner un certain volume d'informations qui peut être conséquent pour un humain et qui pour une IA est simplement un traitement de données. Je vais prendre en exemple, par exemple, tous les termes de recherche que peut ressortir une campagne, comme l'a dit Evan tout à l'heure, sur un peu assisté par IA, en faisant des volumes de données qui sont colossaux. L'idée, effectivement, c'est de pouvoir donner ça à une LLM afin d'affiner, traduire, organiser, schématiser un peu tout ce volume de données pour que ce soit abordable pour un humain. Effectivement, quand on a 10 000 termes d'annonce à regarder, c'est assez imbuvable pour un humain. Alors que pour une IA, correctement prompté, évidemment, voilà, on ne fait pas faire n'importe quoi. Il y a qu'un travail d'analyse d'un humain toujours derrière, on arrive à dresser des tendances. C'est la même logique. L'IA nous sert du coup à synthétiser un peu du coup des forts volumes de données, nous permet de lire un peu plus finement ce genre de choses au lieu de simplement regarder ça directement nos petits yeux d'humain. Et par contre, effectivement, la partie analyse reste sous notre giron, évidemment. Si effectivement les IA peuvent nous servir justement à avoir de meilleures données, une meilleure organisation en tout cas sur celle-ci, on a toujours cette logique de travailler justement un peu ces résultats directement, d'analyser ça avec le client. On a vraiment une notion de synthèse finalement de l'information, de la data, qui nous permet justement de gagner du temps à cet aspect-là et après effectivement d'avoir le rôle de conseil et d'organisation pour faire des bonnes préconisations. Ouais, elle accélère la production, la narration des rapports, mais elle ne fait pas l'analyse. Tout à fait. Très bien. Eh bien, écoute, merci Pierre pour ce petit tour d'horizon, en tout cas sur les usages de l'UA que l'on a au sein de l'agence. Je pense qu'on peut peut-être retrouver Evan s'il est encore parmi nous. Il est encore parmi nous, c'est génial. Pour pouvoir peut-être avoir un petit mot de conclusion. Donc concrètement, là aujourd'hui, on a vu que l'IA avait forcément été impacté au sein du coup des différentes régies qu'on l'utilisait du coup dans nos actions. D'ailleurs, par rapport en fait à nos missions pour nos clients, on a toujours cette notion de pilotage, de gestion des comptes que l'on traduit effectivement opérationnellement au quotidien. L'approche stratégique, évidemment, on en a parlé. Et en fait, de plus en plus, on va être amené en fait à réfléchir avec nos clients, que ce soit alors plutôt des clients qui ont souvent des traffic managers en interne ou des équipes du coup bien dimensionnées au niveau marketing, pour en fait finalement aller intégrer l'usage de l'IA au sein de leur quotidien. On a montré quelques exemples là avec Pierre. On voit que finalement, on a des cas d'usage qui peuvent permettre à des équipes de gagner du temps, d'avoir une autre vision du coup sur leurs données. Et donc en fait, on a aussi nous cette capacité en tant qu'agence du coup web
marketing, de pouvoir amener aussi cet échange avec nos clients et donc la capacité de pouvoir réfléchir avec eux potentiellement sur des créations de petits outils ad hoc, petits ou pas d'ailleurs, qui peuvent nous permettre justement à tous de pouvoir être plus efficaces et de prendre du coup ce virage sur l'IA. Peut-être en mot de la fin, alors on va commencer par Evan, mais est-ce que du coup, toi, comment est-ce que tu vois finalement le futur de l'IA? Vers quoi est-ce qu'on se dirige? Est-ce que si tu avais quelque chose qui permettrait de synthétiser cette idée clé du webinar, ce serait quoi? Ouais, tout à fait. Du coup, il y a un sujet qu'on n'a pas forcément abordé ici, mais c'est l'IA aussi sur le traitement de la data, où là, on voit un vrai axe d'opportunité de notre côté, parce qu'au-delà de la génération de visuels, de création, etc., et puis de l'aide opérationnelle, la force de l'IA, c'est aussi de pouvoir du coup traiter des millions de données en un temps record. Donc, c'est là-dessus qu'on voit un petit peu l'exploitation de la suite pour vraiment connecter des données qu'il peut y avoir dans les entreprises, qu'il peut y avoir sur Internet, etc. Et l'avenir qu'on voit, c'est forcément l'accélération du coup de l'utilisation des LLM, que ce soit intégré directement chez les services Google, Meta, etc., mais aussi sur les outils externes comme OpenAI. Et du coup, la publicité qu'on va pouvoir intégrer de la manière la plus éthique possible, qui est quelque chose qui est très important pour nous, pour que ce soit vraiment utile à l'utilisateur. Donc, voilà, on va voir grandir cette partie volume en fait de requêtes sur ces endroits-là, et on va voir comment on peut du coup l'utiliser au mieux pour que ce soit pertinent pour l'utilisateur. Et du coup, voilà, on va travailler beaucoup avec nos clients sur la réputation et sur le travail aussi qu'on peut faire autour de la marque pour pouvoir être le mieux positionné possible et le plus cohérent possible dans le parcours utilisateur. Super, tu viens de faire une très très bonne introduction. Du coup, c'est, je crois, le thème de notre prochain webinar, justement autour Ah du bon? parcours utilisateur et du poids de la marque, si je ne m'abuse. Tout à fait. Donc c'est pas très bien. Et toi, Pierre, un petit mot de la fin? En mot de la fin, du coup, je vais rejoindre un peu ce que dit Evan. C'est sûr que de toute façon, ça va s'amplifier de toute manière. C'est un formidable outil qui a vraiment un pouvoir assez fou d'accélérer la production et augmenter la précision de lecture de données. C'est une évidence. Tous les secteurs sont touchés, particulièrement la partie web évidemment. Même de grosses agences se considèrent maintenant et assument totalement l'acquisition et l'emploi de ce genre d'outils maintenant. On a même qui développent leur propre IA. Toutefois, effectivement, il y a quelque chose sur lequel je pensais en tout cas, soit ce n'est pas prêt, soit ça n'arrivera peut-être jamais. C'est peut-être sur la partie pure stratégie, compréhension, créativité, où là l'IA ne fait que recycler de manière très juste certaines choses qui sont déjà préexistantes. Il faut à chaque fois qu'on lui apporte de nouvelles choses pour qu'elle puisse réellement avancer, sinon on a tendance à brider un peu sa créativité et pour finir par tomber malheureusement sur un côté standardisation. Donc c'est quelque chose qu'on souhaite éviter à tout prix, justement en gardant un humain dans la boucle pour justement garder cette nouvelle créativité, toujours dans la logique d'une transparence, d'un contrôle, justement, d'éviter que ça devienne vraiment une boîte noire en interne, que ça fasse perdre en visibilité sur des décisions, qu'il y ait toujours un humain un peu dans l'usage pour booster un peu tout ça. Super. Merci à vous deux pour vos points de vue et pour ces informations du coup croisées. J'espère que ce webinaire vous a plu. Un petit mot sur Noise, vous l'avez compris, si vous ne le connaissez pas déjà, donc on intervient sur les différentes actions web marketing et du coup au sein de l'équipe Ads sur l'ensemble des différents leviers d'acquisition payants, que ce soit en push, en pull marketing, voilà, on a tout un tas de solutions diversifiées et du coup avec une expertise du coup, croissante et en fait qui se nourrit finalement un petit peu tous les jours autour de l'IA et des usages qu'on peut en avoir. Merci à tous. Evan, tu l'as super bien introduit. Prochaine session, ce sera dans quelques semaines. Donc, restez bien à l'écoute sur la page de Noise pour les prochaines dates qui vont arriver. On va parler justement de cette partie parcours utilisateur, le poids de la marque et du coup, comment est-ce que l'IA s'intègre dans tout ça, évidemment, en lien avec les ads. Je vous remercie. On vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.